Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 18h, 20h, temps universel. Le gouvernement camerounais apporte des clarifications sur ce qu'il considère comme des contre-vérités gravement relayées et amplifiées au sujet des marches du 22 septembre dernier. Sont là les termes du communiqué du gouvernement. Le 12 octobre 2020, les experts du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme demandaient au gouvernement camerounais de libérer le principal dirigeant de l'opposition et les autres personnes arrêtées dans les manifestations pacifiques du 22 septembre et de cesser toutes les intimidations à l'encontre des hommes politiques. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, reconnaît dans la déclaration du gouvernement que les chefs d'accusation ayant motivé l'interpellation de certains responsables et partisans ainsi que leur mise en détention provisoire sont clairs et conformes aux lois et règlements du Cameroun. Il rassure la communauté nationale et internationale que ces derniers n'ont subi quelconque traitement inhumain et dégradant que ce soit. Merci. Le ministre de la Communication fait également savoir qu'un total de 294 partisans du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été interpellés, contrairement au nombre 500 contenus dans le communiqué des experts et rapporteurs spéciaux de la commission du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour René Emmanuel Sadi, à date, 176 personnes ont été remises en liberté. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Manifestation du 22 septembre 2020, le gouvernement répond aux experts des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour en parler, nous avons invité en plateau Kikishi Lawrence. Kikishi, you're welcome. Thank you, sir, for inviting me. You are a journalist. Yes, I am. Okay. You are also a researcher. Yes, a researcher, especially on the Anglophone history crisis. of Cameroon. History of Cameroon, particularly the Anglophone history. Why particularly Anglophone? Because I was with the reporters on the event of the 50th anniversary in Buea and in Yaoundé. There was the independence and the reunification. And I had occasion to listen to the head of state. He made a speech. And I listened keenly to the speech. And I had a lot of expectations in that speech, but I didn't get them. So I said, well, why not get into these things to know what is happening? After the ceremony, the head of state, if you can remember, extended his stay in Buea for 3 days. So I took advantage and went to the archives in Buea and started work. That was 9 years ago. So that's how it started. And I started digging into it. And I came out with a book on the issue, which we'll have time to talk about. Okay, you're welcome. Thank you. Honoré César Ngoma, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Et je voudrais faire un coucou particulier, un bonsoir particulier à nos compatriotes qui ont été rapatriés depuis hier, venant des États-Unis. Oui. Et je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage et qu'ils soient la bienvenue à la République réelle, et tout en leur souhaitant, leur conseillant de se rapprocher de nos institutions. L'État est là pour pouvoir les accompagner. Il y a des fonds disponibles au niveau du ministère des PME. Par rapport au Covid qui ont été mis sur pied, ils peuvent en bénéficier pour les petits artisans, les petits PME. Il y a également des fonds disponibles au niveau du ministère de la Jeunesse. Ils peuvent, qui n'ait pas peur, qui n'ait pas honte, aller rapprocher-vous des autorités. Le Cameroun, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour tous ces compatriotes. Ces fonds-là vont vous aider. Ce n'est pas une fin en soi. Revenons à la République réelle pour que nous avancions, nous construisons le Cameroun tous ensemble. Voilà, à côté de vous, Eric Gambi. Eric Gambi, bonsoir. Bonsoir aux co-panélistes et un spécial bonsoir à un compatriote, Titi Benoît, qui se trouve en ce moment à Yopougon, dans une commune d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui, Yop. Yop, tout à fait. C'est comme ça. Ça s'appelle ce côté-là. Tout à fait. Yop. Ils disent pour faire simple. Tout à fait. Voilà.
Eric Gombi, je rappelle que vous êtes journaliste, auteur surtout de cet ouvrage, cette œuvre sur l'histoire du Cameroun également. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Cameroun. Tout à fait. Le Cameroun dans la géométrie des relations internationales. Tout à fait, tout à fait. C'est mon 6e ouvrage et effectivement, dans celui-ci, je m'évertue, n'est-ce pas, à parler du Cameroun dans les relations internationales sans oublier les grandes puissances qui ont contribué, qui ont fait en sorte que le Cameroun soit installé évidemment dans la communauté des nations. Donc, en d'autres termes, c'est le Cameroun qui se meut alors que les autres forces l'accompagnent ou alors anti-profit. Voilà. Également sur ce plateau, Pierre-Emmanuel Vignan. Bonsoir Pierre. Bonsoir Serge Alain. Voilà, vous êtes là. Et bonsoir à tous mes copanélistes. Vous êtes le plénipotentiaire du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il y a également César qui est pour le RDPC. C'est bien cela. J'ai oublié de le mentionner. Pierre-Emmanuel Vignan, bonsoir. Vous avez lu la sortie du gouvernement? Bonsoir Serge Alain et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Equinox Soir. Oui. Nous avons pris connaissance du communiqué du porte-parole du gouvernement camerounais qui a été rendu public hier et qui suscite, sur les chiffres, qui suscite un certain nombre d'interrogations. Parce que si on va l'analyser de fond en comble sur le fond et sur la forme, on va constater qu'il y a beaucoup de décalage. Et ça peut s'expliquer. Vous savez, le gouvernement camerounais et tout le régime, par exemple Paul Biya, vit dans un autre Cameroun qui est différent du Cameroun ordinaire dans lequel moi, Bignam, je vis. Donc lorsqu'on regarde les chiffres, par exemple les chiffres annoncés par le gouvernement qui fait état de ce qu'il y a 294 arrestations, alors que nous savons que le communiqué du rapport du collectif des avocats, oui, Sylvain Sob, qui a été rendu public le 23 septembre, quelques heures seulement après les marches pacifiques. Ce rapport fait état de ce qu'il y a eu 593 arrestations réparties dans les différentes régions et différentes villes. Et puis, ça va plus loin en parlant des cas spécifiques, comme par exemple le commissariat de Yaoundé, commissariat premier arrondissement de Yaoundé, commissariat central numéro 1 de Yaoundé, où il y a eu des cas de torture. Et nous avons même une pétition d'une quarantaine de détenus qui ont décrié la façon dont ils étaient traités dans ce commissariat et dans les cellules où ils étaient jetés. Donc, ça veut dire que le gouvernement camerounais reste dans son registre habituel, qui, premièrement, est champion dans le déni, qui est champion dans des déclarations qui n'ont rien à y voir avec la vérité. On se souvient du cas de Ngarbou, massacre de Ngarbou. On se souvient du cas du journaliste Samuel Ouazizi. Et voici un autre cas palpable. Donc vous voyez, on parle de 593 à 297. À 294. Ça veut dire que les déclarations... Le ministre dit que 176 personnes ont été remises en liberté. Il faut d'abord relever l'écart qui existe entre le rapport du collectif d'avocats Sylvain Sob, qui est de presque 593, et celui du gouvernement camerounais qui est de 294. Il y a plus de 300. Et tout le monde sait que le gouvernement camerounais, qui est champion dans le détournement même des informations, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas encore reposés dans le détournement des deniers publics, qu'ils continuent à faire des détournements, c'est-à-dire le vol même de l'information. Donc, c'est un gouvernement qui nous a habitués au mensonge. On a un décalage de plus de 300. Et Dieu seul sait que si le gouvernement camerounais reconnaît avoir arrêté 294 manifestants, ça veut dire que le chiffre réel s'est multiplié au moins par 3 ou 4 dans la réalité. Parce que c'est un gouvernement qui, dans un premier temps, lorsqu'un fait se produit, il nie les faits. Et lorsque le temps passe et qu'il y a eu peut-être une enquête, l'enquête vient rétablir les faits et ce gouvernement passe aux aveux. Donc on est habitué à ces gymnastiques-là. Et voilà un autre piège dans lequel ils sont tombés. Le premier piège qu'on relève dans ce communiqué du porte-parole du gouvernement, c'est que depuis le 22 septembre jusqu'à ce jour, le gouvernement camerounais n'a jamais
rendu compte au peuple camerounais de ces arrestations arbitraires dont ont été victimes les manifestants pacifiques du 22 septembre. Parce que le chiffre qui est avancé, ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille. Derrière eux, il y a des familles. Et derrière ces familles comptent d'autres familles, dans le cadre, par exemple, des rentrées scolaires et autres. Donc, première chose, le gouvernement camerounais ne considère pas le peuple camerounais comme étant un peuple souverain, puisque si c'était un gouvernement responsable, il y a belle lurette qu'ils auraient fait ce rapport, ce communiqué, s'adressant au peuple pour leur faire savoir que voici la situation des arrestations concernant ces manifestations du 22. Ils ne l'ont pas fait. Deuxième chose qu'il faut relever, c'est que le gouvernement camerounais est toujours au service de son patron qui est l'Occident. C'est lorsque son patron l'interpelle ou lui donne les injonctions qu'il commence à se bousculer, ça et là. Voilà un rapport où ils entrent même dans les détails en expliquant que tel nombre a été déporté à tel endroit et tout. Donc vraiment c'est dommage qu'on se retrouve là aujourd'hui. Voilà, Honoré César Ngomo, faut-tu attendre que l'international parle pour que les Camerounais aient un certain nombre de clarifications? Le gouvernement camerounais n'a pas besoin d'entendre que l'international parle. Tout à l'heure, dans la prise de parole de M. Bignam, je relève tout simplement que le rapport de Maître Sop dont il veut... Non, c'est bien dit ceci. Hein. Réponse du gouvernement camerounais au communiqué de presse des experts du haut commissaire. Oui, là, on ne parle pas des experts. Il s'est appuyé tout à l'heure sur un rapport de ces experts, de leurs avocats qui parlaient des CNSA et pour ces arrestations. Mais vous comprenez bien que nous ne sommes pas différents de ce même parti dont on connaît la gymnastie avec toujours les annonces à grande pompe qui avaient déclaré le président et le ressort des autres institutions décédés. Donc, ce n'est pas différent. Nous n'allons pas venir nier sur un plateau de télé avec les chiffres réels de notre administration. Donc, il faudrait qu'on soit tout au moins un peu sérieux. Si vous avez déclaré une institution, une première institution comme celle-là décédée et qu'on la voit en œuvre, ce n'est pas sur un plateau de télé que vous venez détourner l'attention des spectateurs pour leur faire comprendre que les chiffres du gouvernement ne sont pas réels. Ça, c'est d'un. De deux, il relève également le fait de ces pères de famille qui ont des enfants envoyés à l'école. Mais s'ils savaient qu'ils avaient des enfants à l'école, ils devraient tout au moins se considérer que l'État camerounais est gouverné, il y a des lois donc, avec lesquelles on ne transige pas. Donc, et je relève également que dans votre parti, tous ceux qui ont appelé à la marche, des juristes et autres, aucun juriste n'a marché. Mais tous sont restés coiffés chez eux sur le véranda en faisant des solfis, en incitant la population à aller marcher. Parce qu'ils savaient que la loi a des limites. Mais ils ont incité le pauvre peuple qui a cru en eux. Heureusement qu'ils sont tentés de revenir à la raison. Donc, il faut pouvoir le mentionner pour pouvoir répondre à votre question, pour dire que je pense qu'il faut qu'on redescende sur terre. La République virtuelle, elle n'est pas assez réelle que tous les Camerounais vivent. Je ne peux pas venir nier sur ce plateau assez respecté qu'il n'y a pas de problème dans notre société. Il y a des problèmes réels. Et il y a des mécanismes pour pouvoir apporter des solutions à ces problèmes-là. Le Camerounais qui nous suit ce soir, je ne voudrais pas l'embarrasser dans la litanie qui a toujours été la vôtre, qui a toujours été celle, de pouvoir dénigrer, de pouvoir nier tout ce qui est mis en œuvre, qui est fait par le gouvernement pour que les uns et les autres puissent trouver leur compte. Je voudrais également préciser que dans une ville comme Douala et Yaoundé, qui sont les principales villes sur lesquelles on a eu assez de manifestations arrêtées, mais il faut apporter une précision. Les marcheurs de Douala et de Yaoundé, je voudrais que dans une connotation normale, dans un dénombre normal, comment est-ce qu'on peut pouvoir arrêter 10 manifestants dans une ville comme Douala et on retrouve que ces 10 manifestants ou 9 de ces manifestants, alors que Douala est une ville cosmopolite et que parmi les 10 manifestations dont on arrête, 9 sont ressortissants dans le même village. Ce n'est plus normal, ce n'est plus une marche. Ça veut dire qu'on retrouve un groupuscule. Oui, certainement. Quand vous prenez la liste et les arrêtés, faites un peu le décompte. Ça devait être... Quand on dit Douala est une ville cosmopolite, on devait le trouver au moins... Nous avons au moins 240 ethnies, 230 ethnies. On devrait le trouver au moins 200 ethnies, des jeunes qui se sentent concernés par cette affaire-là. Mais quand on retrouve le même groupuscule de ces compatriotes qu'on respecte et qui veulent stigmatiser une région, pourtant,
Le Cameroun est constitué de peuples dynamiques. Donc c'est parce Il faut pouvoir. César, une minute. C'est parce que, comme vous dites, c'est les ressortissants d'un même village, c'est pour ça qu'on les arrête. Non. Parce que c'est... S'il y avait les autres... Ne détournez pas... Non, c'est vous qui dites. Oui. Je suis en train de dire d'un village. Quand vous prenez les noms, oui. Tout est... C'est donc pourquoi on les arrête, c'est parce qu'il n'y a pas les autres qu'on les arrête. Non, mais il fallait déjà les arrêter pour les identifier. L'identifiant ressorti de ces arrestations, l'identité ressortie de ces arrestations, de sorte que c'est les ressortissants d'un même village. Mais on ne fait pas la politique comme ça. La politique est un rassemblement. Il faut pouvoir vendre son idée. Il faut pouvoir mettre ensemble tous les composantes de la société dont on va gouverner. Mais lorsqu'on se retrouve qu'on va pouvoir faire de l'agitation avec des groupuscules, des micro-ethnies, pour pouvoir revendiquer au nom de la nation, ça cause problème. Il faut pouvoir le souligner parce que quand vous regardez les 294, allez voir les noms, allez voir les chiffres et vous tirez les conclusions. Je voudrais dire, il faut faire attention parce que le MRC qui a suscité beaucoup d'espoir pour de nombreux citoyens qui ont cru à cette idéologie, aujourd'hui, heureusement que beaucoup se rendent compte que c'est du vent qui leur a été vendu et ils se recrutent en centaines, en milliers pour pouvoir partir de cette formation politique, pour pouvoir dire, mais malheureusement, au RDPC, on a le tamis, on ne prend pas n'importe qui. Donc, il faut pouvoir inculquer la culture politique dans nos différents partis politiques afin que cela ne se répète plus. C'est bien beau de venir crier sur un plateau de télé comme celui-ci, assez respecté, qu'ils sont des pères d'enfants, ils ont des familles derrière eux, mais il faut relever le caractère, parce que la véritable problématique qui vous accompagne aujourd'hui, c'est que ces militants de ce parti attendaient qu'on leur apporte l'éducatif pour les fonds de survival, la collecte pour l'achat des bus. Et on veut détourner l'attention avec un 22 septembre pour pouvoir mener à l'insurrection avec une thématique, chasser le président, les institutions en place au pouvoir. Et si cela avait réussi, M. Bignam, répondons à cette question, si cela avait réussi, un temps soit peu, où serions-nous aujourd'hui? Mais malheureusement, vous avez confondu l'agitation d'un micro-ethnie pensant que c'était une volonté populaire, une volonté nationale. Il faut faire attention. De jour en jour, il est important de pouvoir souligner que la déception, le dénigrement, la hargne dont le MSC nourrit à travers le pouvoir ne fait qu'éloigner ces milliers de Camerounais qui auraient cru que c'était possible ailleurs. Et aujourd'hui, je peux comprendre le désespoir d'un certain nombre de vos anciens camarades et qui sont peut-être encore là aujourd'hui parce qu'il leur a été nourri un rêve. Aujourd'hui, quand cela se retrouve, parce que tout est politique, tout se passe dans l'action politique, et qu'aujourd'hui, vous leur avez mené en bateau à quelques heures de la clôture, vous leur avez dit non, vous ne participez pas à l'action politique, il faut pouvoir assumer. Et vous n'allez pas donc exister dans le dénigrement, dans tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'agitation. Et la politique, nous, on fait de la réelle politique au RDPC. Mais Pierre-Emmanuel, vous allez d'abord souffrir que les uns et les autres donnent leur avis sur cette sortie du gouvernement. Oui, Serge. Thank you, Serge. En fait, j'ai un peu peur pour ce pays quand on commence à analyser les listes par rapport aux tribus. Vraiment ça. Et ça devient récurrent, Serge. Ce n'est pas bon. J'ai un chauffeur là qui travaille avec nous. Chaque fois quand il vient, oh, vous les Bamileke, vous les anglophones, c'est vous les... Non, c'est un langage qu'il faut éviter, surtout même dans des places publiques. Oui, c'est pas bon. C'est des Camerounais qui ont été arrêtés. Entrez encore à analyser les listes et voir si c'est un mini-tribu, c'est un... Non, vraiment, ça nous réduit. Ça nous réduit. Restons sur... C'est vrai ou c'est faux? Ce n'est pas une tribu. Commencez d'abord à analyser... C'est un village, ce n'est pas une tribu, c'est d'un village. Je suis d'abord analyser une activité publique par rapport... Et commencer à avoir une idée de chercher le village. Mais tout village a une connotation. Non. Quand vous allez dire Ngomo, on sait que Ngomo sonne. Non, c'est vrai que... le nom. Non. C'est le nom. Les Ngomos sont aussi dans d'autres tribus. J'ai constaté que les noms s'interchangent. Il y a des noms ici qui se retrouvent dans d'autres. Donc en fait, on est dans une république. Commençons à penser république. On a arrêté 10 citoyens. On a arrêté 200 citoyens. Et parmi les 200,
il y a 176 qui ont été libérés, tout simplement. Bon, entrer sur les 10... Est-ce que c'est vrai que ceux qui ont été libérés, 99% sont ressortissants d'un village? Non, on ne cherche pas ça. Vrai ou faux? La loi n'a pas dit, quand tels sont de tels, il faut... Non, la loi n'a pas dit... Mais on dit marcher pour la nation, pour faire une revendication nationale. Non, mais cet aspect mis de côté, vraiment, moi je suis dans la réaction du gouvernement pour dire que il est temps que le gouvernement ménage ses énergies par rapport à des sorties, des réactions inutiles, je veux dire, vraiment inutiles, qui ne nous apportent. On a des défis réels. Le ministre dit qu'il fallait que le gouvernement apporte des clarifications sur des contre-vérités. Ce n'est pas relayées par des médias internationaux ça ne et pas, les militants du... Non, ça ne nomme pas mon gouvernement. Oui. De vouloir toujours se laver. De vouloir toujours dire, ok, comme on m'a sali là, je vais me laver. Non. Il y a la diplomatie qui est encore là. Les pays en exploitent. Ce n'est pas le Cameroun qui va rester là, non, je vais écrire. Et en plus, il faut que le gouvernement s'arrange à trouver ce qu'on appelle un porte-parole. Parce que j'ai peur... Emmanuel Sadi, le porte-parole. C'est ce que vous dites. J'ai peur que... il y a une autre personne? Bon, si le Mirex, par exemple, demain, parce que l'affaire-ci a trait à nos relations internationales, vous allez voir que peut-être le Mirex demain va recevoir ses ONG et un communiqué va sortir. Oui. Et on l'a vu pour Ngarbou. Hein. Bien sûr, beaucoup. Le MINDEF va sortir. 4 sorties. Donc, il faut que le gouvernement s'arrange à trouver un porte-parole. Et que les décisions du gouvernement soient les décisions du gouvernement. Pas les décisions d'un ministre qui est là dans sa réponse. À un moment donné dans le texte, il dit « je ». C'est dans le texte. Alors, quand tu exploites « je » dedans, ça fausse un peu le jeu. Donc, les énergies, là, il faut qu'on les garde pour autre chose. L'autre jour, on était au stade Mbappé-Lépé. On se demande, mais où en est-on avec ce projet? Voilà des grandes choses qu'il faut gérer avant qu'on ne soit encore déçu. Parce que ça nous suit plus que les réactions des ONG. Pour moi, j'ai toujours pensé que les prisons ne nous servent pas beaucoup. Qu'est-ce que ça nous apporte de prendre un monsieur qui a pris 10 milliards dans les comptes publics et de le mettre pendant 20 ans en prison? On le nourrit, on le garde, on doit le soigner. Donc on dépense sur lui. Un monsieur qui marche et puis on l'arrête, on le met en prison, on le nourrit, on le garde. Mais j'ai vu, il y a un prisonnier aux États-Unis, chaque fois quand il sort, il va dans un restaurant, il mange bien et puis la police vient l'arrêter. Il veut rester en prison parce que là, il vit bien. Donc nous payons pour les criminels, pour les garder, alors qu'on aurait gagné à faire autre chose. Donc pour moi, vraiment, le ministre pouvait s'épargner, pouvait nous sauver de cette situation et ne pas réagir comme ça. Peut-être inviter ces ONG, ça peut se faire. Les inviter, venez un peu, on en discute, ou bien peut-être leur demander de s'approcher de l'ambassadeur. Je ne sais pas si nos ambassadeurs même comprennent qu'ils ont un grand rôle à jouer là-bas à l'étranger. C'est eux qui doivent intervenir avant que ça ne vienne d'ici. Pour dire que, bon, attendez, il faut qu'on se retrouve. J'ai vu votre document vraiment, venez au bureau, on se voit. Il s'assied, il tient une réunion technique. Après, il dit, bon, attendez d'abord avec votre rapport. Nous, on va apporter notre rapport. Et avant que vous ne sortez ça se fait. Mais si vous faites comme si vous avez découvert les rapports, ce rapport n'est pas découvert. On savait. Et tu seras surpris que certains ONG, parfois, ils écrivent, et avec nos lenteurs, on ne répond pas à temps. Bon, ils disent, on a attendu 2 mois, vous n'avez pas réagi. On publie ce qu'on a. Donc, c'est autant de choses, Serge. Ok, Éric Yambi, lorsque vous regardez, vous parcourez cette réponse du gouvernement camerounais, c'est beaucoup plus des justifications sur les arrestations dites arbitraires. Mais le problème de fond qu'on a au Cameroun, c'est la liberté de manifester. Aucun mot là-dessus. Vous êtes un peu déçu? Alors, si je m'en tiens exactement à la page 4 du document, il est mentionné, je cite, à la fin du 2e paragraphe, le respect des lois et règlements constitue le socle de toute société démocratique organisée. Oui. Voyez-vous, je ne pense pas que les Camerounais puissent s'exprimer librement. Je pense que nous sommes encore dans un moment effervescent où
le père Ludovic Lado a été arrêté aux alentours d'Edea pendant qu'il marchait pour exprimer tout simplement un point de vue. Je pense que le Cameroun est de plus en plus un volcan et je crois que si nous ne faisons pas attention, beaucoup de choses vont se passer dans le mauvais sens. Monsieur Ngomo, je ne vous connais pas avant ici. Vous avez utilisé un terme qui me dérange, même village. Sans entrer dans la sémantique du mot, vous nous donnez l'impression que vous avez déjà eu vent des listes avant nous. Peut-être, hein, je peux me tromper. Mais vous me donnez l'impression que vous avez été au courant avant d'autres Camerounais de cette liste pour savoir qu'ils sont du même village. Et vous avez certainement fait une analyse anthropologique. En tout cas, c'est l'impression que vous me donnez. Mais plus profondément, il faut qu'on crève l'abcès. Le Cameroun cultive le tribalisme depuis 1958. Je vais même dire précisément le tribalisme d'État. Tout ce qui se passe à l'ENAM aujourd'hui, ce sont des constructions. On le sait. Le fait qu'une tribu soit privilégiée sous le sceau de la répartition régionale, qui est évidemment l'aveu du fait qu'une république ne met pas en place, ne prône pas l'égalité. Parce que dans une société où il y a l'égalité, le travail pour tous, la compétence pour tous, le mérite pour tous, on n'a pas besoin de mettre en place la répartition régionale. Donc le thème que vous avez utilisé me dérange, le même village. Vous n'avez même pas dit la même région. Vous avez dit le même village. C'est dangereux. Je ne regarde pas moi, Eric Yombi, la République en termes de village. Je vois des compatriotes. Je vois M. Ngomo, je vois M. Bignam. Pour moi, c'est ça le Cameroun. Évitons de mettre beaucoup d'énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine. Aujourd'hui, le Cameroun est en train de bouillir. Le Cameroun est en train de bouillir. Peut-être savez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes au commencement de cette fameuse taxe de 33% pour asphyxier les Camerounais qui ont déjà la tête dans l'eau, pour ne pas dire la tête sous l'eau. Nous avons d'énormes préoccupations. Si vous êtes le porte-parole de ceux du RDPC, si vous causez souvent avec eux, s'il vous plaît, dites-leur que nous avons besoin de force pour regarder le Cameroun devant nous. Et que de plus en plus, quand nous regardons notre devise, paix, travail, patrie, nous n'avons pas l'impression que certains se reconnaissent dans le terme patrie. Nous n'avons pas cette impression. Nous avons l'impression que le Cameroun, c'est pour quelques-uns. Et que de plus en plus, ils nous imposent leur façon de faire. Nous avons même la certitude que la paix là n'existe plus. Voilà ce que nous vivons en ce moment. Et à partir du moment où on porte ce mal-être, c'est évident qu'on décide un matin de dire « je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans le pays. Je ne suis pas d'accord avec la République. » Et l'ODI n'est pas être anti-républicain. Loin de là. L'ODI, c'est tout simplement faire en sorte que ceux qui nous gouvernent se réveillent s'ils dormaient. Ou alors pensent à ceux-là qui n'ont pas de voix, ceux-là qui ne s'en sortent pas. Je le dis et je le maintiens. Nous avons l'impression que la République mange ses enfants. Et c'est ça que nous ne voulons plus. Nous voulons un autre Cameroun où, lorsqu'il y a un problème, qu'on s'asseye. Lorsqu'il y a un problème, qu'on puisse se parler. Quel est ce Cameroun depuis 4 ans? On nous rappelle cette affaire d'anglophone et tout ça. Monsieur Ngomo, mes chers frères, on est fatigués. Nous voulons autre chose. Nous voulons ce Cameroun où on peut s'asseoir nous-mêmes. Pourquoi est-ce que le Cameroun doit honteusement attendre évidemment les rapports des autres pour nous dire qu'effectivement, voilà tel nombre de Camerounais arrêtés? Mais c'est honteux. Parce qu'effectivement, les gens doivent marcher pour exprimer leur mal-être. Si vous avez été comme moi, avec un cycle primaire, secondaire, etc., il vous est arrivé possiblement un moment dans votre établissement où vous n'étiez pas d'accord avec un certain nombre de choses et il vous est arrivé de protester d'une quelconque façon que ce soit. C'est ce Cameroun que nous voulons. Un Cameroun où on se parle. Ou un Cameroun où, tel que vous et moi, au moins, nous avons grandi sans que la tribune soit la bannière de la République. Un Cameroun où nous avons notre vert rouge jaune qui nous ressemble. Merci. Avant Pierre-Emmanuel, vous voulez réagir? J'ai une petite question pour vous, Honoré César Ngomo. Vous comprenez pourquoi le Père Lado a été stoppé aux alentours d'EDA? En quelques secondes. Serge, il faut dire que si j'avais été à la place de ces autorités-là, il faut déjà mentionner que la marche est un sport, c'est bien pour la santé. C'est un sport.
Oui, c'est un sport, c'est bien pour la santé. Moi, je l'aurais laissé vaguer à son exercice jusqu'à Yaoundé. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Okay. Mais il faut pouvoir mentionner que si les autorités se sont interposées à cette marche, certainement, ils ont eu l'information et les renseignements justes pour pouvoir la stopper. N'étant donc pas un agent de renseignement, un agent d'information de ce pays, je pense que c'était certainement aussi pour sa protection. Protection? Pour la protection. Si, bon, que serait-il arrivé si le père Lado d'aider à Yaoundé qui n'arriva pas? Vous aurez rendu compte à qui? Peut-être l'État avait aussi la possibilité et l'information qu'il était possible. Peut-être qu'il soit kidnappé. On ne sait jamais. Donc l'État a pris ses responsabilités de pouvoir... Merci Honoré César. Pierre-Manuel Bihan. Bon, moi je... Vous voulez répondre à la première sortie de César? Oui, même pas la sortie de César. Je ne vais pas répondre à sa sortie. Ce qui nous intéresse ici ce soir, c'est la sortie de René Emmanuel Sadi. Oui, vous avez demandé la parole. Oui, mais je vais un peu dire quelque chose à propos de toujours cette façon de vouloir ramener tout débat citoyen au tribalisme de César, qui est l'apanage de ses camarades du RDPC et du régime de Paul Biya. C'est dommage et c'est honteux. Personnellement, moi j'ai la nausée quand je suis sur un plateau ou sur un lieu public ou n'importe où et que quelqu'un se mette à vouloir ramener tout à la tribu, à l'ethnie, au village. Puisque le Cameroun, nous sommes en train de bâtir une nation. Et nous sommes une république. Ça veut dire que dans un futur proche et même lointain, la notion d'ethnie, de tribu et tout ça devra être reléguée au second rang. Moi, je suis un militant du MRC, mais je ne suis peut-être pas du village dont on me parle. Je ne suis peut-être pas de ce village, j'ai marché le 22, j'ai été arrêté, j'ai été relâché, mais je ne suis peut-être pas de ce village. Parce que mon nom est Pierre-Emmanuel Bihan. Je suis bastard de père et de mère. Donc, lui seul sait de quel village il parle. Nous savons que le MRC aujourd'hui est implanté dans les 10 régions du Cameroun, des 58 départements. MRC est implanté dans tout le territoire camerounais. Quand vous allez au village de Mamed, côté de Babimbi, au fin fond dans la Sanaga maritime, il y a les unités du MRC. Là-bas, il y a des unités des fédérations départementales et même des fédérations communales du MRC. Là-bas, un peu partout, même dans le sud, il y a des fédérations communales, départementales, des unités du MRC. Même dans le village de Paul Biya en Vomeka, en face même de sa demeure, il y a une de ses parentés qui a démissionné du RDPC officiellement. Nous avons vu ça en Mondovision et qui a rejoint le MRC. Comme pour dire que le MRC est implanté dans tout le Cameroun. Et cette marche n'a pas eu lieu seulement dans un village, d'après ce qu'il dit. Douala étant une ville cosmopolite, c'est une ville qui englobe tout le monde. Quand on regarde les statistiques de cette marche, on va voir qu'elle a eu lieu dans presque 4-5 régions. Avec les détails, ça c'est le rapport, je n'ai pas l'habitude de brandir les documents, ça c'est le rapport du collectif d'avocats qui a été rendu public le 23 septembre à 16h. Oui. Et le collectif d'avocats est mieux renseigné que ce gouvernement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le collectif des avocats, depuis, avant même la marche, on a dressé une liste de tous ceux qui ont participé à la marche. Ne voyez pas les gens qui étaient dans la rue n'importe comment. Nous avions la liste de tous ceux qui étaient à la marche. Okay. Et quelques minutes seulement après les arrestations, le collectif des avocats s'est mis en branle, c'est-à-dire à visiter commissariat, brigade, jusqu'au fin fond. Et on a dressé la liste de tous ceux qui étaient arrêtés par localité, par chef-lieu de région, par chef-lieu de département, par ville, ainsi de suite. Donc quand vous allez voir ici, là, par exemple, à l'ouest, il y a eu 67 arrestations. On précise qu'à Bandjoun 15, Baham 10, Bafsam 38, Chan 4, Bafan 4, vous voyez Mbouda. Là où, et nous sommes honnêtes, le collectif d'avocats est honnête. Le collectif d'avocats est honnête. Et il y a des endroits, il faut préciser quelque chose, que dans ce rapport, il y a des endroits où il y a eu 0 arrestation. Et le collectif d'avocats, dans son rapport, a précisé que Mbouda 0, Bafan 0,
On revient en région du Centre, 141. On précise Fou 8, Yaoundé 53, ainsi de suite. Donc, on revient ici, là, par exemple, le littoral, on précise 383 et on entre dans les détails. C'est ça qui fait 593. Plus 1, c'est-à-dire moi, ça fait 594 et d'autres qu'on ne connaît pas. Donc, ça veut dire que il ne faut pas toujours ramener tout au tribalisme. César, il faut dépasser ça. Maintenant, moi, je reviens sur certaines choses qui nous amènent à s'interroger. C'est qu'au lendemain de cette marche, la première chose, le gouvernement RDPC a nié qu'il n'y a pas eu marche. Ils ont même taxé certains médias qui ont relaté les faits réels selon l'engouement que la marche a provoqué, que ces chaînes font une publicité mensongère, qu'il n'y a pas eu marche. Alors, aujourd'hui, nous avons un rapport détaillé jusqu'au nom des personnes arrêtées et les endroits où ils sont. Ils n'ont pas ces listes-là. Voilà pourquoi dans le rapport de René Emmanuel Sadi, il s'est limité à dire région du Sud, région du Centre, région du Littoral. Il ne peut pas, je vous mets à défi que René Sadi ne peut pas entrer dans les détails jusqu'à sortir les noms de ceux qui ont été arrêtés. Nous avons tous ces éléments-là. Alors, on revient maintenant pour dire que... Sadi travaille sur les éléments qu'il a en sa possession. Et puisque c'est un gouvernement qui ne connaît pas ce qu'on appelle en anglais planning and preparation, ils sont toujours en train de travailler sur les faits surprises parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette sortie des experts des droits de l'homme des Nations Unies. Ils ne s'attendaient pas à ça. Raison pour laquelle, s'ils étaient préparés, ils auraient dû rendre public ce communiqué depuis quelques jours après, le 22 septembre. Nous sommes aujourd'hui en mi-octobre, le 15 octobre exactement. Comme pour dire que c'est l'interpellation, c'est qui les amène à courir et à pondre ce rapport truffé de mensonges comme d'habitude. Ces gens, ils ont pris la honte, comme on dit communément, et jeté dans la poubelle. C'est-à-dire le gouvernement camerounais respire le mensonge, se nourrit du mensonge, s'assoit sur le mensonge, dort avec le mensonge et se réveille avec le mensonge. C'est pas possible. Qu'est-ce que ce gouvernement est en train d'apprendre aux générations futures, à la jeunesse camerounaise? Okay? Vous voyez aujourd'hui, par exemple, quand nous on était petits, on citait les noms des ministres, Mbela Mbappé ceci, ministre de tel, machin, on citait à l'école primaire. Aujourd'hui, demandez aux enfants, même de l'université, aux étudiants, quel est le nom du ministre de l'enseignement supérieur. Ils vont vous dire, le ministre de l'enseignement supérieur s'appelle monsieur 32 gigas, égal à 500 gigas. Demandez le nom du ministre de la recherche scientifique. On va vous dire que c'est madame les chauves-souris. Donc voilà les noms que... Et pourquoi on en est arrivé là? Parce que le régime du président Paul Biya, au lieu d'apprendre aux Camerounais l'excellence, les a amenés sur un terrain de la médiocrité depuis 38 ans. Et nous avons perdu toutes les notions de loyauté, d'excellence et autres. Donc, on revient maintenant sur ce rapport. On constate que ce rapport n'est pas fidèle. Ce rapport laisse entrevoir quelque chose de très important. C'est que la marche a bel et bien eu lieu avec succès. Parce que si on s'en tient même à leur chiffre de 300, parce que nous sommes au double de 300, nous sommes à plus de 600 arrestations. Si on prend le cadre même de 300 arrestations, on sait que dans un groupe de 10 personnes qui sont en fuite, généralement c'est une qui trébuche et tombe et qu'on peut récupérer. Et c'est un groupe de jeunes, parce que 90% de manifestants ou 80% étaient des jeunes. Donc ça veut dire que si on prend ce chiffre qui représente 10% des arrêtés, leur 300, on est à au moins 3000 manifestants. Et si on prend nos chiffres réels de plus de 600 arrêtés, puisque c'est le rapport, il faut préciser que le rapport du collectif d'avocats est provisoire. Parce qu'il y a eu des kidnappings et autres à la veille du 22, on n'a pas pu encore identifier entièrement. Donc si on prend ces 600 là, on va constater que les 10%, si on multiplie par le chiffre réel, on est au moins à 6 000 manifestants sur l'ensemble du territoire national. Donc ça veut dire que la marche a eu lieu. Et vous voyez là où le MRC, la résistance, la renaissance mérite d'être applaudi. C'est que nous avons réussi
à faire avouer à Mondovision, au gouvernement camerounais, devant l'opinion publique nationale et internationale, que la marche a eu lieu avec succès. Et qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont dans une démarche de justification. Ils sont en train de se justifier jusqu'à donner des chiffres du nombre de détenus par commissariat, par ceux qui ont été traduits. Donc c'est une honte pour notre gouvernement qui continue à cavaler sur le chemin du mensonge. Nous voulons que la vérité soit rétablie aux Camerounais. Ok. Honoré César Ngomo, on a suivi les plaintes de beaucoup de militants et sympathisants du MRC qui ont été interpellés le 22, mais ils disent qu'ils subissent des traitements inhumains. Mais le ministre Sadi, lui, il avoue le contraire. Aucun. Je pense que, pour répondre à votre question, vu la thématique de ce soir, vous me permettrez, pour les téléspectateurs qui nous suivent, je voudrais leur inviter à aller sur le site des Nations Unies, présentement, et aller sur la note parlant des experts. Oui. C'est quoi les experts aux Nations Unies? Les experts indépendants font partie de ce qu'on appelle les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Le terme procédure spéciale qui désigne le plus grand corps d'experts indépendants au sein du système onusien des droits de l'homme est généralement attribué aux mécanismes indépendants d'enquête et de supervision mis en place par le Conseil des droits de l'homme afin de traiter de la situation spécifique d'un pays ou de questions thématiques dans toutes les régions du monde. Les experts des procédures spéciales travaillent bénévolement. Ils n'appartiennent pas au personnel de l'ONU et ne perçoivent pas de salaire pour leur travail. Ils sont indépendants de tout gouvernement ou de toute organisation et exercent leurs fonctions à titre individuel. Malgré cela, le gouvernement les a quand même répondu. Quand on a la définition et le rôle que joue un expert auprès des Nations Unies, on revient à une conclusion qui est assez palpable. Ça veut dire que ce parti veut continuer à distraire ce qui lui reste encore comme militant. Ils attendent les comptes de survival, ils attendent les comptes de l'achat, parce que vous avez collecté des milliards. Et vous préférez prendre cet argent au lieu de construire des écoles et faire fréquenter vos militants gratuitement, de construire les hôpitaux et leur soigner gratuitement dans des œuvres caritatives. Vous continuez à distraire cet argent pour aller sous-traiter des soi-disant experts. Qui leur a donné mandat? Soit, pour revenir à la précédente préoccupation tout à l'heure vous avez posée, j'ai suivi Eric Yombi, que je connais sur les plateaux télé, et Binyam sur ce plateau. Ils vous suivent, hein? Vous les appelez soi-disant experts, ils vous suivent, hein? Je peux vous l'assurer. Je voudrais qu'on ne perde pas le fil de ce que c'est que la République du Cameroun. Et le ministre les a répondu. La République du Cameroun est une composante des micro-ethnies qui convergent vers une culture nationale telle que voulue par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous sommes une composante des micro-ethnies et nous convergeons vers l'idéal national. Lorsque nous étions à l'école primaire, M. Binyam, et même au secondaire, vous vous rappelez le premier geste lorsqu'on arrivait en classe, on faisait l'appel et ça sonnait Amadou Alim, présent. Ça sonnait Ngomo Honoré César, présent. Ça sonnait Foto Kamga, présent. Ça sonnait Takuo et autres, présents. Ça sonnait camerounais. Mais aujourd'hui, l'apparition d'un certain parti gesticulateur dans notre sphère politique, ce raisonnement sonne maintenant Sardina, Tontina, Betty, Bamileke. Ce n'est pas sérieux. Et je voudrais dire sur ce plateau, parlant de Bamileke, parlant de l'Ouest, moi je suis de l'Ouest. Parce qu'avoir du sang à l'Ouest, je ne peux plus me considérer comme quelqu'un qui vient d'une autre région. Je suis de l'Ouest. J'ai les enfants à l'Ouest. Et ils me suivent. Je ne peux pas me mettre sur ce plateau et parler
de l'Ouest. Mais vous n'allez pas c'est vous qui parlez de l'Ouest depuis, hein, c'est pas le... Non, dans les justificatifs... c'est pas la thématique. C'est vous qui nous ramenez dans ce débat. Dans les justificatifs, je voudrais ressortir quelque chose dont il a fait mal. Nous sommes à Douala. Vous n'allez pas me dire, Douala qui est une ville cosmopolite, Douala est, d'après les historiens, les premiers occupants, on va vous dire, c'est les Bassa, les Bakoko, les Bassa, les Douala. Il est tout à fait normal que s'il y a une revendication nationale, dans un mal-être, dans un mal-vivre national, que dans les marches, on retrouve, dans les 10 arrêtés, on peut retrouver 2 Bassa, 2 Bakoko, 2 Douala, et qu'on comprenne 2 Béti. Mais comment voulez-vous que dans une manifestation comme celle-là, on retrouve 99%, je préfère le dire, d'un même village? Ça cause problème. Et ça, vous voulez fuir la vérité. Et ce n'est plus une marge. C'est tout simplement parce qu'il faut reconnaître le dynamisme de ce peuple-là, de l'Ouest. Dans les 360 communes du Cameroun, vous retrouverez un foyer Bazou, un foyer Bangaté, un foyer Sissi. C'est une dynamique que moi j'admire et qui impulse une certaine solidarité, un certain état d'esprit. Et donc, tel que j'ai l'habitude de dire aux ressortissants du centre-sud-est, dont nous devons nous inspirer, nous organiser dans cette ville. C'est tout à fait normal. Mais vous n'allez donc pas utiliser cette organisation assez dynamique, assez économique, assez forte à des fins politiques destructives. Parce qu'il y a une politique qui construit, celle que pratique le RDPC. Parce que le RDPC, c'est une composante des Bangaté, des Bafoussam, des Tchang, des Eton, des Ewondo, des Bassa, des Douala, des Aoussa, des Peul, des Borolo. Voilà ce qu'est composé le RDPC. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire comprendre que ce dont... César, c'est pas le débat, hein, c'est pas mon débat aujourd'hui. Non, je vous en prie, c'est pas mon débat. Parce qu'ils se sont attaqués là-dessus. Non, c'est vous qui avez commencé à dire que même village, non. Bon, vous permettez, je reviens non à l'occasion. Non, vous avez perdu de temps, merci. Je vous ai posé une question, vous n'avez pas voulu répondre. Parmi les personnes, hein, le ministre a dit que 9 personnes qui ont été auditionnées ont formellement été identifiées comme étant des leaders planificateurs ou organisateurs de ces marches. Et il y a d'autres qui vont aller au parquet. Voilà, tribunal militaire et tout ça. Oui, bon. En fait, je continue à dire que, d'abord, s'il y avait des experts en matière judiciaire ici, j'allais leur demander de qualifier ce que ça veut dire. Est-ce que ces arrestations sont basées sur des soupçons ou sur des faits? Si c'est sur des faits, est-ce que les faits là sont la marche ou bien l'insurrection? Si c'est des soupçons, ce serait bien que le 23 convoque normalement à nos activités parce que bon, tout serait bien passé. Ils auront marché et puis il n'y a pas eu insurrection. Mais si c'est sur des faits, un communiqué comme celui-ci pouvait aussi nous informer sur ces faits-là. Non, on les a arrêtés parce qu'ils ont fait telle chose. Ça allait éclairer un peu l'opinion. Bon, on les a arrêtés. Ils parlent du caractère illégal des marches, parce que visant le renversement des institutions de la République. Bon, on vise le renversement. C'est ce qu'ils avaient annoncé. Voilà. C'est ce qu'ils et on base ces accusations sur les déclarations. Oui. L'autre de Kamto et l'autre de Biboun Issak. Voilà, le 24. Oui. Bon, oui, ils ont déclaré. On mobilise donc les forces contre des déclarations. Et si cela avait réussi? Non, j'arrive. On est d'accord. On peut avoir des soupçons et on se prépare. Oui. On observe et en tant que gouvernement, en tant qu'État, je ne pense pas que ce sont des enfants. Ils savent comment se préparer en conséquence. En cas d'insurrection, je ne pense pas qu'étudier aussi facilement accessible. Hein. Il y a toute une armée pour étudier. Toute une armée, je vous le dis. Et donc, si ça avait réussi? Non, attends. Réussir à faire comment? Dans ma tête, ça ne passe pas. À chasser les institutions? Non, dans ma tête, non, à chasser le président de la République. Dans ma tête, ça ne passe pas. C'est qui le président de la République? C'est l'institution, c'est la première institution. Dans ma tête, c'est impensable. C'est impensable. Quand vous passez par Mélène, là, à Yaoundé, vous voyez toute une garde présidentielle. Donc, conclusion, ils vendaient du vent à leurs militants pour mettre les enfants de truie dans la rue, dans les cellules en prison aujourd'hui. Mon gouvernement a eu peur du vent, a eu peur comme ça de rien et a mobilisé tellement. Et maintenant, on se pose des questions. On combat même quoi? Toutes ces énergies, c'était contre quoi? Parce que j'ai souvent dit que moi, je n'ai pas de problème avec, je ne connais pas Kamto. Mais il représente quoi
Qu'est-ce qu'il peut faire? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Ne le dites surtout pas à côté du MRC. Non, surtout pas à côté c'est du un MRC. citoyen Pose des questions. qu'on a côtoyé, qui a travaillé pour nous, c'est reconnu. Il est connu dans des grandes sectes. Mais à l'ONU, là où on parle, où vous dites que des experts indépendants, ça passe. Est-ce que c'est faux? C'est sur le site. Non, je suis C'est sur le d'accord. site de Je suis l'ONU, d'accord. c'est pas moi. Je suis d'accord. Il est connu là-bas. En dehors de là-bas, il est consultant pour beaucoup d'organisations que je connais. Et qui l'a recommandé à l'ONU? Qui l'a amené à l'ONU? Non, pour aller... C'est pas le Cameroun? Voilà. Voilà donc la raison pour Sous laquelle... la présidence du président Paul Biya? On est d'accord. Il a travaillé avec Paul Biya. Et Paul Biya a intérêt à travailler avec lui. Qui l'a mandaté auprès de l'ONU? Dites au C'est lui. téléspectateur. C'est Paul Biya. lui. Maintenant, si c'est moi, le président, je ne l'arrête pas. Je lui dis, venez. Il paraît que tu as quelque chose là à me dire. Comment tu peux encore aller faire? Viens, on travaille. Et on négocie, ça se fait. Moi, je vois mal comment Kamto et le président peuvent être en train de... Ce n'est même pas avec lui, tel que je vois. C'est avec certaines forces. Parce que j'imagine que si le président était face à lui, c'est des gens qui vont causer normalement. Et causer même des choses beaucoup plus sérieuses que ce qui se passe là dehors. Donc, on a intérêt à travailler avec certaines personnes comme celui-là. Okay. Et on gagnerait. Oui. Au lieu de... Oui, Eric Yombi, rapidement, avant de... Oui. Monsieur Ngomo, vous êtes aventuré sur un terrain glissant tout à l'heure en parlant des experts. C'est quand même les choses que j'enseigne. Sachez qu'il existe depuis quelques années ce qu'on appelle le Conseil des droits de l'homme. Et dans le Conseil des droits de l'homme, ils ont la possibilité de nommer des experts indépendants pour s'exprimer sur les questions des droits de l'homme. Pour le cas actuel, il s'agit de 13 experts indépendants. Ouais. Je pèse mes mots indépendants. Indépendants qui se sont exprimés sur le cas du Cameroun. Et je pense que c'est quand même des choses crédibles. Deuxième chose, je vais chuter par... gouvernement a réagi. Deuxième chose, je vais chuter par là. Moi que voici, monsieur Ngomo, je devais organiser une conférence à Douala en 2013 dont le thème était celui-ci. Un an après l'élection de François Hollande, que pensait de la France-Afrique? Est-ce que vous savez que l'autorisation m'a été refusée? Je parle de 2013 et je parle du Cameroun, je parle de Douala. Le Cameroun est dans une situation où nous devons éviter ce volcan. Il y a un mauvais climat en termes de droits de l'homme. Le MRC ne vient pas aujourd'hui découvrir une situation. Elle est longue. Je dis tout simplement que cette construction nous amène vers quelque part. Et ce quelque part n'est pas bien pour tout le monde. Voilà. C'est ça. Oui, voilà. Bon, je vous en prie. Il est déjà là, le Cédric Noufélé. Dans un instant, le 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Saint-Gerland, bonsoir aux invités. Ce soir, nous ferons le compte rendu de ce bras de fer judiciaire entre le professeur Maurice Kamto et l'État du Cameroun. La première audience s'est déroulée devant le tribunal administratif à Yaoundé. L'affaire a été renvoyée pour le 29 octobre pour que l'administration qui a été traînée en justice puisse produire ses écritures. Les avocats de Maurice Kamto ont demandé une descente au quartier Santa Barbara à Yaoundé afin de constater l'assignation à résidence de fait contesté par le professeur Maurice Kamto. Vous suivrez dans le journal la réaction du tribunal à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également de ce mouvement d'humeur des personnels de l'hôtel Douala Rabinga Hotel, ancien Pullman, ancien Méridien. Ils déplorent de mauvaises conditions de travail et l'établissement hôtelier invoque la crise sanitaire pour justifier ces conditions difficiles pour une partie de son personnel. Nous en parlerons dans quelques instants. Et nous irons en Guinée-Conakry, où nous sommes à quelques jours d'une élection présidentielle. Nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Guy Zogo nous feront le point sur la température dans la capitale de la République de Guinée et Conakry. Comment les populations vivent-elles cette ambiance de campagne électorale? Quels sont les derniers arguments des principaux candidats à l'élection présidentielle en Guinée-Conakry? Nous en parlerons avec nos envoyés spéciaux dans le journal de 20h. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. Et dans une trentaine de minutes environ, ce sera Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief.
Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Kikichi Lawrence, Eric Yombi, Honoré César Ngomo et Pierre-Emmanuel Bignam. Pierre-Emmanuel Bignam, vous avez suivi le père Lado, il a suivi, on lui a posé des questions, et comme lui-même dit, on voulait ramener tout au MRC, à la marche du MRC. Pire que ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Pire que ça, moi je retiens que dans l'interrogatoire du père Lado, on utilise des techniques qui font état de ce qu'il aurait un lien, non seulement avec le MRC, mais un lien sociologique avec le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous voyez, ça confirme la posture de César ce soir sur le plateau, représentant du RDPC, qui n'a rien d'autre à faire que de diviser les Camerounais, parce qu'ils sont bien conscients que s'ils n'utilisent pas cette arme, cette technique de Thomas Machiavel, qui consiste à diviser pour mieux régner, leurs jours sont comptés. Et moi, je les félicite parce que de toutes les façons, ça les a réussi. Depuis 38 ans, ils se sont maintenus longtemps au pouvoir en utilisant cet instrument de tribalisme étatique, entre guillemets, qui a amené la société camerounaise à être divisée. Mais maintenant, une autre chose qui m'intrigue dans l'arrestation et l'interpellation du prélat, c'est que il a subi une torture morale. Voilà quelqu'un qui a été arrêté à Edea, qui est à 55, moins de 60 km de Douala. On aurait pu le ramener à Douala pour son... On aurait dû même l'auditionner à Edea, un commissariat à Edea, il y a des gendarmeries à Edea, des brigades et autres. Mais on l'a déporté à Yaoundé, Manu Militaro, dans un pick-up. Vous imaginez le fait psychologique que ça fait, c'est une torture morale. Et on le soumet à cet interrogatoire pendant des heures. On a empêché Père Lado de se mouvoir. On lui a privé du droit d'aller et de venir. Donc, on est dans un contexte aujourd'hui où le gouvernement camerounais, le régime du président Paul Biya ne sait même plus à quel sein se vouer. Tout cela a commencé au lendemain, parce qu'il faut que les gens le sachent, l'opinion publique nationale et internationale. Toute cette panique a commencé au lendemain du 7 octobre 2018. On a vu comment le gouvernement camerounais a employé tous les moyens possibles pour légitimer la victoire volée du candidat Kamto, le président élu. Ils ont utilisé des faux agents de Transparency International qui sont même passés à la télévision nationale pour laquelle nos taxes sont prélevées sur nos salaires tous les mois. Ils les ont fait passer à la radio nationale et à Cameroun Tribune. Donc cette panique a commencé. Et l'attitude du gouvernement camerounais, du régime de Paul Biya aujourd'hui, nous amène à se poser un certain nombre de questions dont monsieur Lawrence était en train de demander que mais, le citoyen Kamto, pris comme tel, en tant que citoyen lambda, pourquoi est-ce qu'il fait autant peur au gouvernement camerounais à chacune de ses sorties, à chacune de ses déclarations, à chacun de ses plans d'action qu'il annonce, que ce soit à travers le mouvement pour la renaissance du Cameroun ou la plateforme pour le changement. Donc, cette question nous amène à comprendre qu'il y a une peur qui ne peut être justifiée que par ce qui se dit généralement dans notre langage courant, que c'est le cœur du bandit qui bat. Le cœur du bandit bat. Le gouvernement camerounais est devenu poltron au point où même le monde vent les fait paniquer. Ça nous amène à comprendre que voilà un régime qui a passé presque 40 ans à travailler, pas pour développer le Cameroun, mais pour maintenir un monarque, un despote au pouvoir le plus longtemps possible. Okay. Et c'est dommage. Eric Yobi, vous avez enfin écouté le père Lado. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Vous l'avez écouté attentivement, il dit que on voulait
demande pour qui il marche. Vous trouvez ça... Comment vous... Vous savez, Il n'y a pas quelqu'un derrière. Je suis très gêné à l'idée de parler de cette arrestation parce que lorsque je fais allusion à la République, je fais allusion au fait que nous, citoyens, nous pouvons avoir des voix dissonantes. Nous ne sommes pas obligés de nous entendre parce que foncièrement, nous sommes différents. Et je suis d'autant plus gêné que l'opposition ou alors un discours autre renvoie forcément à l'opposition ou alors à une appartenance à un supposé parti politique. Je suis gêné. Vous savez, dans ce pays, il y a eu ce qu'on appelait la loi sur la subvention en 1962, qui avait malheureusement la vertu d'éliminer les adversaires politiques alors que l'UPC était déjà en train de mourir au sens physique de par l'élimination, n'est-ce pas, de ses leaders historiques. J'ai bien peur que ce qui se passe au Cameroun depuis quelques années ne ressemble évidemment à ce sombre passé de notre histoire où évidemment nous avons l'impression, si ce n'est la certitude, que celui qui a la force a le droit. Nous avons de plus en plus l'impression que l'État a une surutilisation de sa force pour évidemment, n'est-ce pas, réprimer certains candidats, certains Camerounais, certains citoyens qui ne regarderaient pas dans le même sens. Je suis d'autant plus gêné que nous avons tous un pays à bâtir. J'aurais aimé, je souhaiterais que nous regardions tous dans la même direction. Mais à partir du moment où les citoyens sont enchaînés, ils ne peuvent pas s'exprimer librement, dire ce qu'ils pensent, encore moins revendiquer. Je crains que nous soyons dans une perspective où l'esclave sera obligé de se libérer de son maître. Honoré César Ngomou, on a vu la sortie toujours du ministre Sadi au lendemain des manifestations du 22, parler de la situation du professeur Kamto, situation même du MRC. Ça vous dérange au RDPC d'entendre que le MRC existe? Si jamais le MRC n'existait plus, vous serez tranquille? Non, Serge, le MRC ne saurait nous déranger. Ce qui est dérangeant, c'est que le MRC graine, conduit des familles dans un état d'esprit de désespoir, d'assombrissement, au lieu de prôner ce qui a pu faire de son leader aujourd'hui un haut cadre de notre administration, un ministre délégué digne de son nom. Il n'arrive pas à pouvoir relever le débat politique tout simplement parce que nous avons un exemple. Quand vous regardez les marches du 22, jusqu'ici je reste sans réponse. Où sont partis tous les grands juristes de ce parti dans cette marche? Mais ils sont restés cloîtrés sur leur véranda, dans leur balcon, envoyer les enfants des autres, mes compatriotes, dans la rue, parce qu'ils veulent se servir de cet argument pour pouvoir aller dans les chancelleries, décrocher des fonds pour dire, soi-disant, venir défendre ces populations qui ont cru, parce que, dit-on, nous sommes censés ignorer la loi, et comme eux maîtrisent la loi, se sont abstenus de ne pas affronter la loi, parce que le Cameroun est un état de droit. Ils ont incité les enfants des autres. Aujourd'hui, ces familles nombreuses sont au regret. Voilà ce dont présente ce parti-là. Donc, le RDPC ne saurait avoir peur. Et même son leader, il faut le préciser, chers Alain, voilà quelqu'un qui a eu 500 000 voix à la présidentielle en 2018. Il est tout à fait normal que dans un appel comme celui-là, avec tout ce qu'il présente comme population derrière lui, on aurait pu même voir même 10 000 marcheurs. Mais on n'en a même pas. Il vous dit ici 500, près de 600 marcheurs. C'est ce qu'il vous dit sur ce plateau. Et il vous dit que le leader est enfermé.
il vous dit que le leader est enfermé. Le leader est-il enfermé avec les 500 000 voix dont il a reçu en 2018? Où sont les 500 000 marcheurs? On aurait même pu faire le ratio. Où sont les 10% des 500 000? C'est une honte. Vous oubliez que les forces de maintien de l'ordre... Je pense que s'il y avait eu 10 000 marcheurs, même les forces de l'ordre, je pense qu'à Douala, on n'atteint pas 10 000. Je ne pense pas qu'on a même 5 000 FMO à Douala. Donc, il faut pouvoir reconnaître le désaveu des populations de ne pas se reconnaître en ce parti politique. Laurence Kikichui, sur cette sortie, hein, on a enfin écouté le père Lado. Il nous dit ce qu'il a subi comme, on va prendre les termes de torture morale. Non, on l'a aidé à le ramener à un lien avec le MRC. Non, on l'a aidé à atteindre son objectif. C'était d'arriver à Yaoundé, n'est-ce pas? On l'a raccourci le trajet. En fait, Père Lado est connu. C'est un monsieur qui est connu, surtout dans les réseaux sociaux, pour ses positions vraiment acerbes. Hein. Il ne donne pas du lait, comme on dit au quartier. Bon, c'est un monsieur qui est connu. Et je dis toujours, je me rappelle quand le PM Inoni était secrétaire général adjoint à la présidence. Transparency International avait sorti le classement sur la corruption. Et on avait mis le Cameroun, premier pays corrompu au Cameroun, dans le monde. Ça a créé un émoi terrible. Il y a eu une sortie qui disait clairement qu'on allait traduire cette ONG en justice. Il y a eu des boucans et tout et tout. Bon, 3 mois après, le gouvernement a encore retiré, a dit bon, on lance une campagne contre la corruption, une campagne anti-corruption. On a lancé, on a associé les médias et tout ça. Après quelques mois, on a commencé à créer, on a la CONAC aujourd'hui, on a plein d'institutions. Moi, je pensais que ça allait être une grande leçon pour notre pays et pour le gouvernement. Malheureusement, on continue de la même manière. On peut dire, appel à deux. Bon, on a pris note. Vous avez marché hier de Douala à Yaoundé. Pour nous, c'est un coup qu'on a pris. Alors, venez, on travaille. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on sait où il est. Donc, on pouvait épargner les Camerounais de ces tensions, puisqu'on en a déjà trop. Éric Gambi, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, qui renvoie son dîner de presse. Il disait qu'au cours de cette rencontre avec la presse, il devait remettre une importante documentation relative au processus d'organisation des concours administratifs au Cameroun. On connaît tous le contexte. Pourquoi il a renvoyé? Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais vraiment, qui ne continue pas de choquer les Camerounais. On est déjà suffisamment énervé par cette histoire, on ne comprend pas, c'est toujours les mêmes. Les enfants des mêmes. Le Cameroun appartient aux mêmes personnes, aux enfants de ces mêmes personnes. Il venait expliquer pourquoi c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas d'explication qui vaille. Il venait tout simplement nous présenter le fait accompli. Il venait tout simplement nous demander de manière subtile d'avaler la pilule. Voilà tout ce qu'il essayait de vouloir faire. Mais je pense, et comme je vous le disais tout à l'heure... Donc ça n'aura plus lieu, selon vous? Même si elle a lieu, tout ce qui pourrait adoucir le cœur des Camerounais, ce serait qu'il y ait un autre concours. Et que vivement, que le mérite soit au rendez-vous. Nous sommes fatigués de la reproduction de l'élite au Cameroun. Nous sommes fatigués de savoir que c'est toujours les mêmes. C'est les fils de tel. On n'a pas besoin d'être allé à l'école pour savoir que sur la liste des admis, c'est le fils de tel. Non. Nous voulons un Cameroun où il y a l'égalité. Qui a le mérite. Et je pense que dans ce Cameroun, M. Ngoma n'en serait pas dessus. Loin de là. Si évidemment nous espérons être dans un Cameroun qui est mieux, ce serait sur la base du mérite. Comment peut-on construire une société avec des médiocres? Ça n'a pas de sens. Nous militons pour un Cameroun qui libère ses énergies, qui est avec ses enfants, qui fait la promotion du mérite et des meilleurs pour que le Cameroun ne fournisse que le meilleur afin de récupérer au moins la place qui était la sienne, si ce n'est faire nettement mieux. Savez-vous combien d'ingénieurs le Cameroun fabrique à l'étranger? Selon les statistiques du ministère des Relations extérieures, 5 200 000 Camerounais sont à l'étranger, parmi lesquels des médecins, des enseignants, des ingénieurs. Et ce n'est pas fini. La saignée n'est pas finie. Chaque jour qui passe,
beaucoup d'entre nous, nous imaginons que l'herbe est plus verte ailleurs, parce qu'évidemment, les conditions minimales, je pèse mes mots, ne sont pas réunies pour qu'on puisse, évidemment, le talent puisse éclore ici. Vivement que le mérite soit en place. Honoré César Ngomon, sur l'opportunité de cette sortie du ministre de la fonction publique, qu'est-ce qu'il voulait dire aux Camerounais, selon vous? À la suite de l'intervention d'Éric Youmbi, je voudrais qu'il soit un exemple ici sur ce plateau de ces Camerounais dont le Cameroun a donné la chance de faire valoir leur talent, leur savoir-faire, et que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Ils sont des millions, comme tu t'exprimes sur ce plateau. C'est un bon exemple. Mais, à contrario, vous ne voulez pas dire la vérité. Parce que lorsqu'un Camerounais finit de te suivre, ce soir, comme il a fait, il s'est donné la peine. La conclusion, c'est demain matin d'affronter la mer et le désert. Et pourtant, sur ce plateau, nous avons les Éric Youmbi, les Bignam, les Serge Alonso, les Kiki, les César Honoré Ngomon, qui sont des enfants des pousseurs, des anciens vendeurs d'eau glacée, des Bayam Salam. Et aujourd'hui, ont la chance de s'exprimer dans une chaîne aussi respectée, aussi écoutée comme cette chaîne de télévision. Voilà le modèle, le reflet qu'il faut donner. Voilà le modèle, le reflet qu'il faut dire que ici, sur ce plateau, nous n'avons pas d'enfants de ministres. Ici, sur ce plateau, nous n'avons pas d'enfants de DG. Ici, sur ce plateau, nous ne sommes pas issus de l'élite de ce pays que vous voulez aujourd'hui mettre sur le plan, sur la table des accusés. Il faut, à un certain moment, savoir raison garder. Est-ce qu'un enfant d'un ministre de l'élite de ce pays, lui qui a les conditions idéales pour pouvoir mener ses études, n'a-t-il pas le droit de concourir à un concours, quel qu'il soit? N'a-t-il pas le mérite d'être aussi parmi les meilleurs ou parmi les admis? Je pense que sur ce plateau, unanimement, nous sommes d'accord. Va-t-on aller sur une liste, je vais dire n'importe quoi, 500 noms, et choisir 5 noms peut-être de ces élites, de ces enfants, de ces élites, qui ont pu œuvrer de par leur endurance, de par leur savoir-faire, et ont décroché ce sésame, qui est l'admission, et qu'on vient les crucifier sur un plateau télé, qui sont admis tout simplement parce qu'ils ont un patronyme qui ressemble à une élite. Non, c'est pas sérieux. C'est pas ce Cameroun que nous voulons construire. Merci, Honoré César. Laurence, pour vous, le ministre de la fonction publique, pourquoi ce rétropédalage? Non, je crois que le ministre se retrouve face à une situation compliquée. Oui. Parce que... Compliqué comment? Oui, c'est lui qui a annoncé. Oui, les textes... En annonçant, il n'a pas pris la peine de voir tout ça? Les textes qu'il allait présenter sont des textes conçus à la veille des indépendances. Vous comprenez? À l'époque, on pouvait facilement dire, bon, on va donner 30% à l'extrême nord, 2%, parce qu'on pouvait évaluer à peu près à combien de licenciés, combien de bacheliers on a associé. On dit, bon, comme vous n'avez que 50 bacheliers, on peut prendre 30, on prend 20 là-bas, on prend 10. C'était beaucoup plus facile. De nos jours, c'est compliqué. Et la thèse qu'il faut épouser, c'est celle dont il faut dissoudre cette institution et ramener les formations dans les universités. Et de là-bas, sélectionner donc les professionnels qui vont concourir à des emplois. C'est comme ça que ça doit se faire. Il faut qu'on dépasse cette affaire où on va former les gens qui sont spéciaux. D'abord pour les bourses. Là-bas, les gens ne chôment pas comme les autres étudiants partout dans nos grandes écoles. Donc il faut arrêter et repartir ces enfants, ces différentes disciplines de formation dans les universités. Et de là-bas, les gars vont sortir. Toi, tu as telle formation. Moi, j'ai la même formation. On commence à chercher l'emploi. Si l'État recrute, on y va. Si tel recrute, on y va. Donc, parce qu'on a toujours eu tellement de problèmes avec les NAM surtout. Pierre-Emmanuel Bignam. Vous avez quelque chose à dire au ministre de la fonction publique? Oui. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Ce que je veux lui dire, c'est la réponse à ce que César vient de dire tout à l'heure. Lorsque César dit le fait d'être sur les plateaux de télé, c'est un mérite, c'est un trophée pour nous. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit, ne déforme pas. Être sur les plateaux de télé pour quelqu'un qui est du mouvement... Qui t'a donné cette instruction? Comme moi. Qui t'a donné cette instruction? C'est pas le système éducatif camerounais? Toutes ces opportunités de réussite, de carrière en l'air.
en l'état actuel du régime de Paul Biya. Donc ce n'est pas une sésame. Qui t'instruit? Vous ne verrez jamais Franck Biya sur un plateau de télé, parce que c'est pas parce qu'il n'a rien à dire au peuple camerounais, mais c'est parce qu'il s'en fout pas mal du peuple camerounais. Non. Voilà pourquoi on peut dire n'importe quoi. Il ne viendra jamais s'exprimer. Ce sont des vendus qui viennent bavarder comme nous bavardons là, parce qu'on nous fait semblant de nous donner une entre guillemets liberté d'expression. Mais en fait, on nous permet de bavarder. Sa petite sœur qui te répond sur les réseaux sociaux est une vendue aussi. Rien à la position. Sa petite sœur qui te répond sur les réseaux sociaux est une vendue. Des libertés individuelles et collectives. Maintenant, revenons sur la non-sortie, du ministre la de la fonction publique de Joseph Lé. Voilà quelqu'un d'autre qui s'est toujours retrouvé dans leur embrouillamini dont ils ont l'habitude d'entretenir au Est-ce que quotidien. Il n'y avait aucune opportunité déjà qui l'amenait à se jeter dans cet exercice de justification de ce concours manqué, ce énième concours manqué de l'ENAM. On ne comprend pas comment une école comme l'ENAM présente presque chaque année des admis qui sont décédés des années avant. C'est-à-dire qu'on retrouve sur la liste des admis des gens qui sont décédés il y a 2, 3, 4 ans. Comment est-ce que ça se passe? Ça veut dire qu'on est dans un contexte où le régime, puisqu'il faut d'abord connaître le rôle de l'ENAM au Cameroun, c'est une école coloniale de commandement et non d'administration publique. Et partant de ce postulat que c'est une école de commandement, le régime du président Paul Biya s'est arrangé à mettre dans cette école les leurs, ceux qui sont dans leur rang, pour perpétrer leur hégémonie sur le peuple camerounais et continuer à nous mater. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne voit même pas en réalité quel est le résultat escompté de l'ENAM sur le terrain. On voit que la plupart du personnel de l'administration publique sortant de l'ENAM sont ceux qui sont objets à scandale. Vous avez des ministres qui sont sortis de l'ENAM, qui ont été des sous-préfets, préfets, gouverneurs, ils sont devenus ministres plus tard, qui sont à Kondengui aujourd'hui pour avoir détourné des milliards. Qui leur envoie à Kondengui? Donc, comme pour dire que c'est le MSC qui leur envoie à Kondengui. On questionne l'opportunité de la sortie de ce ministre qui est nul et de nul effet. Je le félicite parce qu'une fois dans ce panier à crabe là, voilà au moins quelqu'un qui a eu la sagesse de fuir l'échec avant qu'il ne se produise. Donc moi je le félicite. Et René Sadi aurait dû faire la même chose que de pondre ce torchon qu'il a pondu et qui fait aujourd'hui, une fois de plus, qui reflète le niveau le plus, c'est-à-dire que l'odeur nauséabonde que le régime de Paul Biya envoie auprès de l'opinion publique nationale et internationale. Ok, merci. Merci Laurence d'être venu. Merci à vous Pierre-Emmanuel Bignam. Merci Honoré César Ngomo. Merci à vous Eric Yombi. Voilà, madame, messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition de Equinox Soir, l'avant-dernière de la semaine. La dernière, c'est demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Baham.